Salut à tous, bienvenue sur l'Insite Online. Alors encore une vidéo pour essayer de donner un coup de pouce aux élèves de 6e qui passent leur CEB cette année. On va parler cette fois d'éveil scientifique. Donc je vais me baser sur des documents que j'ai qui sont en fait un mix des épreuves des années précédentes. Là aussi je mettrai les liens en description de la vidéo si jamais vous voulez aller prendre les documents et vous entraîner. Je ne mettrai pas de correctif cette fois tout simplement parce que j'ai pas le temps de le faire, donc voilà, mais si vous écoutez bien les conseils qui suivent et si vous avez bien été attentif pendant toute votre primaire en sciences, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Il va y avoir évidemment plusieurs domaines dans lesquels vous allez avoir des questions. Le premier domaine, ça peut être vivant, non vivant. Donc on peut vous demander parmi certaines photos qui représentent des objets ou des animaux, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui n'est pas vivant et surtout pourquoi. Alors il faut savoir qu'il y a certaines caractéristiques que partagent tous les êtres vivants qui vivent sur la planète. Il y en a 5 principales. Il y a se nourrir, se déplacer, respirer, se reproduire et évoluer. Donc un être vivant, eh bien, il a toutes ces caractéristiques-là. Donc forcément, si la chose qui est représentée sur l'image qu'on vous donne ne se nourrit pas, ne se déplace pas, ne respire pas, ne se reproduit pas et n'évolue pas, il y a quand même de grandes chances que ce soit non vivant. Okay ? Ensuite, il y aura très probablement des questions sur les clés de détermination des vivants. C'est-à-dire qu'on va vous donner des caractéristiques communes à certains êtres vivants et vous allez devoir soit les placer dans un tableau, les organiser, soit voir un tableau qui est déjà organisé et en fonction des êtres vivants qu'on va vous donner, vous allez devoir essayer de comprendre comment le tableau est organisé. C'est-à-dire, par exemple, dans un ensemble du tableau, on va avoir tous les animaux qui ont 4 pattes. Dans un autre ensemble, on va avoir tous les animaux qui ont un squelette interne. Dans un autre ensemble, un squelette externe, etc. Donc vous risquez d'avoir certains exercices là-dessus. Je vous mettrai quelques exemples dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ne fût-ce que pour vous familiariser avec la présentation. Comme ça, vous n'êtes pas totalement dépaysé lorsque vous voyez ça le jour de l'évaluation. Okay ? Un autre domaine dans lequel vous risquez d'être évalué, c'est le cycle de vie. Donc il y a de fortes chances pour qu'on vous donne en fait des images d'animaux, les différentes étapes de leur vie, et il va falloir remettre ces étapes dans l'ordre. Voilà. Chaque année, il y a ce genre de questions. Alors il est possible que vous ayez juste un animal, il est possible que vous en ayez 2, 3, ça dépend. Faites bien attention parce que a priori c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il y a une flèche qui est indiquée. Suivez le sens de la flèche, simplement. Ok ? Pour le cycle de vie, bien, toutes les étapes ne sont pas identiques en fonction de la famille à laquelle appartient cet être vivant. Donc par exemple, les mammifères, il y a la reproduction, la gestation, la mise bas, l'allaitement et le sevrage. Il y a tout ça. Okay ? Pour les oiseaux, il y a la reproduction et puis il y a la ponte, puisque l'oiseau pond des œufs. Et puis il y a le fait de nourrir les petits. Et puis seulement les petits ils s'envolent du nid. Mais donc il n'est pas question d'allaitement, il n'est pas question de sevrage. D'accord ? Il n'est pas question de mise bas non plus, c'est la ponte. Okay ? Pour les reptiles, c'est encore autre chose. Donc demandez-vous bien, est-ce que cette étape-là fait bien partie du cycle de vie de cette famille d'animaux-là ? Alors, toujours en ce qui concerne les animaux, il y a les chaînes alimentaires. Vous allez peut-être avoir des questions, on va vous demander quels sont les animaux qui sont mangés par les autres. Donc par exemple, une chaîne alimentaire, ça peut être un insecte qui est mangé par un rat qui est mangé par un faucon, par exemple, et bien ça c'est une chaîne alimentaire, c'est-à-dire que l'insecte est mangé par le rat qui est mangé par le faucon. D'accord ? Donc le faucon c'est le prédateur du rat et le rat est le prédateur de l'insecte. Ok ? Donc il y a toujours un rapport de prédateur et de proie dans une chaîne alimentaire. Toujours. Et généralement, la première étape d'une chaîne alimentaire, c'est un végétal. Ok ? Parce qu'un insecte, qu'est-ce qu'il mange ? Des plantes, il y a de grandes chances. Okay ? Donc un végétal c'est toujours à la base d'une chaîne alimentaire et un prédateur est toujours au sommet.
il y a de grandes chances aussi que vous ayez des questions sur le cycle de l'eau. Donc comme vous le savez très probablement, l'eau sur Terre passe par plusieurs étapes, mais c'est toujours la même eau. Donc quand l'eau est dans les océans, elle est à l'état liquide. Et quand l'eau monte vers le ciel sous l'effet de la chaleur, donc elle s'évapore, elle monte vers le ciel, ensuite elle se condense pour former les nuages qui se déplacent. Quand les nuages se reliquéfient, donc quand ils redeviennent liquides, eh bien il y a des précipitations. Quand les précipitations arrivent sur le sol, soit l'eau s'infiltre dans le sol et donc c'est une infiltration, soit de l'eau coule sur le sol et donc c'est de l'écoulement, d'accord ? Et une fois que l'eau s'est écoulée, eh bien elle revient dans une grande surface d'eau liquide et puis le cycle recommence, etc. Quand l'eau s'infile dans le sol, elle vient aussi dans une grande surface d'eau, mais c'est une réserve souterraine qu'on appelle la nappe phréatique. Les états de l'eau, justement, parce que l'eau elle passe par plusieurs états. Elle peut être liquide, elle peut être solide. Quand la température descend en dessous de 0 degré, eh bien l'eau se transforme en glace, elle devient solide. Par contre, quand l'eau est à une température de plus de 100 degrés, eh bien elle s'évapore, donc elle passe à l'état gazeux. Attention, ça n'a rien à voir avec l'eau gazeuse qu'on trouve dans les bouteilles. Voilà, ne confondez pas. Alors, chose importante, quand l'eau est sous forme solide, elle prend plus de place que quand elle est sous forme liquide. Et c'est pour ça que si vous mettez une bouteille d'eau en plastique au congélateur, eh bien, elle risque de gonfler un peu. Si vous mettez une bouteille d'eau en verre remplie d'eau au congélateur, eh bien, elle risque de se briser sous l'effet du froid parce que l'eau augmente de volume quand elle devient solide. Vous risquez aussi d'avoir de nombreuses questions sur la démarche scientifique. Alors il faut savoir que quand on fait des expériences scientifiques, on suit toujours une certaine démarche. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. On doit suivre une certaine démarche pour que l'expérience scientifique soit efficace. Donc les scientifiques, quand ils font des expériences, eh bien la première chose qu'ils font, c'est se poser des questions. Donc on risque de vous demander, en fonction d'images d'expérience, quelles sont les questions que les gens qui ont fait l'expérience se sont posées, ou quelles sont les questions que vous vous poseriez si vous deviez faire cette expérience-là. Ensuite, il y a une émission d'hypothèses, c'est-à-dire qu'on va donner l'explication qu'on croit être la meilleure pour répondre à la question. Attention, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut juste dire qu'on donne une explication qui nous semble être la bonne. Ensuite, on va réaliser l'expérience. Généralement, on prend une photo ou on fait une image du montage qui est réalisé pour cette expérience. Puis, on fait des observations. Donc, on note ce que l'expérience nous permet d'observer. Et puis, finalement, eh bien, on va vérifier si les observations, est-ce qu'elles vérifient notre hypothèse? Donc, est-ce que notre hypothèse était la bonne? Ou est-ce que notre hypothèse n'était pas la bonne? Et quelles sont les observations qui permettent de dire l'hypothèse n'était pas juste. Okay ? Donc la démarche scientifique, c'est ça. C'est questionnement, hypothèse, expérience, observation, conclusion. D'accord ? Donc on risque de voir si vous maîtrisez la démarche scientifique ou en tout cas si vous respectez une certaine démarche scientifique. Et on peut vous demander aussi si les images qui sont issues d'une expérience respectent la démarche scientifique, selon vous ou pas. Alors, un gros dossier dans l'éveil scientifique, c'est le corps humain. Bien entendu, vous devez connaître les différents noms des grandes parties du corps humain, le bras, la jambe, la tête, blablabla, tout ça. Mais vous devez aussi connaître certaines choses à propos des systèmes présents dans le corps humain. Alors, des systèmes, il y en a plusieurs. Il y a le système locomoteur, donc les os et les muscles. Il y a le système digestif, qui permet de digérer. Il y a le système respiratoire, pour respirer, avec les poumons. Il y a le système circulatoire, donc tout ce qui permet au sang de circuler dans le corps. Il y a le système nerveux, tous les messages qui sont envoyés par tous les récepteurs, etc., jusqu'au cerveau. Et puis il y a le système tégumentaire. Le système tégumentaire, c'est la peau. D'accord ? Dans le système locomoteur, il y a de grandes chances qu'on vous donne certains os du corps humain et qu'on vous dise, ces os-là, tu dois les retrouver sur un squelette d'un autre être vivant que l'être humain. D'accord ?
A priori, ce genre de questions ne pose généralement pas trop de problèmes. Demandez-vous bien à chaque fois, tiens, est-ce que cet os-là et ses caractéristiques sont bien présentes à cet endroit-là sur l'autre être vivant. Donc par exemple, le fémur, c'est entre la hanche et le genou. Donc forcément, si vous devez retrouver le fémur sur le squelette d'un chien, entre la hanche et le genou. D'accord ? Ensuite, vous allez peut-être avoir des questions sur la différence entre les os, les muscles et les articulations. N'oubliez pas, les articulations, ce ne sont pas les os. Les articulations, c'est l'ensemble de ce qui permet de bouger une partie d'un membre. Ok, donc par exemple, le poignet, c'est une articulation. D'accord ? Mais du poignet jusqu'au coude, c'est pas une articulation, c'est des os qui sont là. Et puis au coude, on a de nouveau une articulation. D'accord ? Il y a deux types d'articulations. Il y a les articulations qui sont charnières, donc qui permettent juste de plier dans un sens, comme le coude là, ça permet juste de plier dans un sens, le coude. Et puis il y a les articulations qui permettent de plier dans plusieurs directions, comme le poignet, la cheville, la tête, les épaules. Ok ? Tout ça. Toujours en ce qui concerne le corps humain, il y a de grandes chances que vous ayez des questions sur les organes et sur les 5 sens. Alors, retenez bien toujours, les 5 sens, c'est le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue. Okay ? Les organes, ce sont les parties du corps qui permettent de réceptionner des informations. L'organe principal de la vue, c'est les yeux. L'organe principal de l'odorat, c'est le nez et tous les récepteurs qui sont à l'intérieur. L'organe principal du goût, eh bien, c'est les papilles gustatives qui sont sur la langue et sur le palais. L'organe principal de l'ouïe, c'est l'oreille, avec l'oreille interne, l'oreille externe, etc. Et l'organe principal du toucher, eh bien, c'est la peau. D'accord ? C'est pas forcément les doigts, c'est la peau. C'est la peau qui est pleine de récepteurs qui envoient des messages jusqu'au cerveau. Et le cerveau qui se dit, mais pourquoi il m'a touché, etc. Non, enfin voilà. Vous avez compris. En éveil scientifique, on va très probablement vous poser également des questions sur une matière que vous avez vue cette année, à propos de laquelle vous avez certainement fait l'une ou l'autre expérience, parce que c'est vraiment chouette de faire ça en plus, c'est l'électricité. Donc on va vous poser des questions sur le circuit électrique. Petit rappel, un circuit électrique, c'est un ensemble d'objets qui permettent au courant de passer. Donc il y a une source de courant, par exemple une pile. Il y a un chemin par lequel le courant passe, donc un dispositif par lequel le courant passe, un fil électrique par exemple, et puis il y a un dispositif qui va utiliser l'électricité et qui va transformer l'électricité en quelque chose d'autre. Par exemple, une ampoule va prendre l'électricité et va transformer l'électricité en lumière. D'accord ? Un autre objet va avoir parfois une autre utilité. Par exemple, un moteur ne va pas transformer l'électricité en lumière, il va transformer l'électricité en mouvement. D'accord ? Donc un circuit électrique, c'est un ensemble d'objets, c'est un dispositif qui permet d'utiliser l'électricité pour obtenir quelque chose à partir de l'électricité. D'accord ? Une source d'électricité, c'est bien évidemment quelque chose qui contient déjà de l'énergie. Donc une pile est une source d'électricité. Une batterie, comme celle-ci, est également une source d'électricité. D'accord ? Mais forcément, dans votre maison par exemple, eh bien la source d'électricité, eh bien en fait ce sont les lignes électriques qui arrivent jusqu'à votre maison, jusqu'à un boîtier, d'accord, qu'on appelle le tableau principal. Enfin, voilà, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, mais voilà, la source d'énergie, ça dépend de l'objet qui utilise l'énergie. Pour construire un circuit électrique, on a besoin de matériaux qui laissent passer le courant, et pour mettre autour de matériaux qui ne laissent pas du tout passer le courant. Ça, c'est la différence entre des matériaux qu'on appelle isolants et des matériaux qu'on appelle conducteurs. Un matériau qui est isolant, comme son nom l'indique, il isole, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer le courant. Un exemple de matériau isolant, bien sûr, ceci. Ça, c'est du bois, c'est du bambou. Okay ? Si vous mettez un morceau de bois dans un circuit électrique, eh bien le bois ne va pas laisser passer le courant. C'est donc un matériau qui est isolant, tout à fait. Un exemple de matériau conducteur, bien entendu, ceci. Ça, c'est une pince métallique, un peu rouillée, mais bon, soit. C'est une pince qui est faite en métal. Le métal est un matériau qui est conducteur. Et donc, c'est un matériau qui va laisser passer le courant électrique et qui peut être donc utilisé dans un circuit électrique. Ok ? Voilà. Oups.
Donc les circuits électriques, on risque de vous poser des questions pour savoir par exemple si un circuit électrique qui est représenté dans l'épreuve va s'allumer ou pas, ou alors quel est peut-être l'objet qui manque dans un circuit électrique pour que celui-ci puisse s'allumer, d'accord, que celui-ci puisse être utilisé. Alors, dernière chose, un circuit électrique qui fonctionne, on dit qu'il est fermé. Okay, un circuit électrique qui ne fonctionne pas, on dit qu'il est ouvert. Donc par exemple, quand vous appuyez sur votre interrupteur pour allumer une lampe, eh bien en fait, vous fermez le circuit électrique. Comme il est fermé, le courant passe, la lampe s'allume. Si jamais vous voulez éteindre la lampe, eh bien en fait, vous ouvrez le circuit électrique et donc le courant ne passe plus. Forcément, la lampe s'éteint. Donc voilà, j'espère que ces quelques petits conseils et ces points auxquels je vous conseille de faire attention vont vous aider pour préparer le CEB d'éveil scientifique. Il y a certainement d'autres choses, mais je pense que j'ai été à l'essentiel. De toute façon, comme je l'ai dit, les exercices qui concernent toutes les matières que je viens de citer sont en description de cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger les exercices pour vous entraîner à la maison. Sur ce, écoutez, moi je pense très très fort à vous. J'espère que vous allez bien et que de toute façon vous allez cartonner, hein, comme pour toutes les épreuves. Voilà, je pense fort à vous. Courage pour les 2 jours qui restent. Et puis n'oubliez pas de vous reposer quand même un minimum, parce que si vous n'êtes pas en forme, ça n'ira pas. Voilà, bon, allez, prenez soin de vous. À plus, ciao. Salut à tous. Bien. Ah putain, ça commence bien. On va mettre ça. Alors comme vous l'avez certainement déjà vu, j'ai dit 2 fois déjà, c'est pas grave.